Merci, chers amis. Je pense que la participation est variée. Les ONG internationales sont bien présentes, de même que les mouvements sains, les donateurs et bien entendu les honorables parlementaires sont bien représentés, ainsi que le corps diplomatique. Vraiment, merci pour votre présence. Nous allons commencer les présentations techniques. UNICEF, Dr Anne-Sophie Ledin, spécialiste nutrition, va nous faire une présentation sur la situation de la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre. Anne-Sophie, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Avant de commencer ma présentation, je vais remercier à mon tour ACF et l'ensemble des co-organisateurs pour avoir invité l'UNICEF à faire cette présentation. Donc j'ai la lourde tâche de présenter la situation nutritionnelle dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre, et ceci en 15 minutes, alors que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Donc nous avons fait le choix de vous présenter quelques messages clés, et bien évidemment je pense que lors des débats, nous aurons l'opportunité de contribuer, d'y ajouter et d'enrichir ces premières idées que nous allons maintenant vous jeter un petit peu dans l'arène pour pouvoir lancer les débats de la matinée. Donc ma présentation va s'articuler autour de plusieurs points. D'abord le contexte dans la sous-région, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Ensuite, quelques leçons apprises, des défis et des perspectives. Le contexte régional, ne l'oublions pas, je pense qu'il a été déjà abordé par quelques acteurs. C'est un contexte qui est très complexe. Donc la région Afrique de l'Ouest et du Centre, quand je parle d'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est la région qui est couverte par le bureau régional de l'UNICEF. On a 24 pays qui vont du Cap-Vert jusqu'à la Centrafrique et jusqu'au Congo RDC, représentent 11% des enfants du monde. Mais nous avons eu à faire une analyse très intéressante qui nous montre que, bien que cette région représente 11% des enfants dans le monde, elle représente beaucoup plus, finalement, si on regarde les déprivations. Et je vous ai mis ici plusieurs graphes qui sont assez intéressants, que vous pourrez prendre le temps de regarder. Je vais m'atteler simplement à décortiquer le graphique du centre. On se rend compte que la région représente 20% des enfants qui souffrent de retard de croissance dans le monde. Et ça, je pense que c'est vraiment un message clé parce que ça nous montre combien la problématique de la malnutrition est importante dans la région. Et si on regarde le Sahel, on est déjà à 14% de ce poids. Donc ça, c'est un petit peu pour un aperçu régional. La tendance est la même si on regarde les indicateurs de mortalité infanto-juvénile, si on regarde les indicateurs liés à l'éducation, le poids des déprivations dans la région est extrêmement lourd. Maintenant, si on s'attelle à regarder d'un peu plus près la situation nutritionnelle, on se rend compte qu'il y a quelques grands messages clés qui se dégagent. Le premier message clé, et ça je pense que c'est très important qu'on soit tous conscients de cette tendance qui est assez inquiétante, c'est que bien qu'on puisse se réjouir d'une réduction de la prévalence du retard de croissance donc dans ces 24 pays de la région, on se rend compte qu'au regard du poids démographique et du rythme de réduction, on se retrouve malheureusement avec la courbe ascendante en bleu que vous voyez très bien sur ce graphique, avec une augmentation graduelle du nombre d'enfants qui souffrent de retard de croissance. Donc c'est extrêmement inquiétant de voir que nos efforts ne sont pas encore suffisants pour réduire le nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition et que chaque jour, ce nombre augmente. La tendance est relativement similaire, quoique un petit peu différente pour la malnutrition aiguë, qui est un indicateur qui évolue aussi un petit peu différemment. Pour la malnutrition aiguë, on a plutôt une stagnation de la prévalence.
donc ce qui n'est pas non plus réjouissant. Et on a aussi un accroissement du nombre d'enfants. Donc vous le voyez encore une fois, on a cette courbe en bleu qui nous donne un petit peu mal à la tête et qui nous inquiète. Alors lorsqu'on parle de nutrition, au-delà des prévalences, au-delà des nombres absolus d'enfants, c'est aussi extrêmement intéressant de regarder les rythmes de réduction et de savoir si nous sommes on track, comme on dit en anglais, pour pouvoir atteindre les objectifs de l'Assemblée mondiale de la santé 2025 et voire même donc les objectifs de développement durable d'ici à 2030. Donc j'ai essayé de vous sortir quelques graphiques qui sont assez parlants de ce côté-là. Donc vous avez ce premier graphique qui vous dépeint un petit peu la situation pour les 5 indicateurs. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les indicateurs et je pense qu'il y a beaucoup de techniciens dans la salle. Mais on a un indicateur sur l'anémie, l'autre qui traite du retard de croissance, l'autre qui traite de la malnutrition aiguë. On a la question du surpoids aussi chez les jeunes enfants qui doit nous interpeller de plus en plus. Et bien évidemment, la question de l'allaitement maternel exclusif. Et donc les chiffres que vous voyez sur ce graphique, ça représente le nombre de pays, donc avec toujours le dénominateur de 24 pays dans la région. Et lorsque vous voyez du vert, ça veut dire qu'on a les pays qui sont donc en train de faire des progrès, qui sont en bonne voie d'atteindre donc les résultats. Par contre, quand vous voyez du rouge, ça veut dire qu'on n'est pas du tout en bonne voie. Et là aussi, on se rend compte qu'on a finalement peu d'indicateurs pour lesquels on a un grand nombre de pays qui sont en bonne voie. Celui où on a des résultats qui sont assez encourageants, c'est celui qui est relatif à l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Et là, on s'en réjouit bien évidemment puisque c'est une intervention phare pour réduire la mortalité infanto-juvénile, comme vous le savez, et pour beaucoup d'autres choses liées au développement de l'enfant. Pour le surpoids, on a environ 50% des pays qui sont en bonne voie. Mais lorsqu'on regarde les indicateurs que j'ai cités précédemment relatifs à la malnutrition aiguë et relatifs au retard de croissance, là aussi, il y a de quoi s'inquiéter. On a seulement 3 pays qui sont en bonne voie pour la malnutrition aiguë et 4 sur 24 pour le retard de croissance. Et lorsque je regarde la question de l'anémie chez les femmes en âge de procréer, on n'a aucun pays de la région qui est en bonne voie par rapport à cet indicateur. Donc je ne veux pas plomber le moral en ce beau vendredi, mais il y a quand même de quoi s'inquiéter, se poser des questions, et je pense que c'est tout le sens de cette réunion ce matin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les indicateurs puisque j'ai peu de temps, mais j'en ai quand même choisi 2, le retard de croissance et l'anémie. Et c'est aussi pour que vous sachiez que les chiffres existent de façon plus détaillée pour tous les indicateurs, pour ceux qui sont intéressés de creuser un peu ces questions. Donc, pour le retard de croissance, vous vous souvenez qu'on a 4 pays sur 24 qui sont en bonne voie. On a quand même une bonne nouvelle, c'est que le nombre de pays qui ont fait quelques progrès augmente. C'est la barre vert clair au milieu. On voit que les pays qui commencent à faire des progrès augmentent. Donc, bonne nouvelle. On doit aller plus loin, mais il y a au moins des progrès positifs. Et vous voyez aussi que la barre grise sur la droite diminue. Ça veut dire que finalement, on a de plus en plus de pays qui ont des données pour pouvoir rapporter. Et on y reviendra un petit peu plus tard dans ma présentation. C'est un de nos défis, mais enfin, on commence à avoir beaucoup plus de données sur la nutrition. Donc pour l'anémie, j'ai quand même voulu le mettre parce que là, la tendance est inverse. Bon, on l'a déjà dit, on n'a pas de vert foncé, aucun pays en bonne voie, mais la barre vert clair diminue. Donc ça veut dire que le nombre de pays qui sont en train de faire des progrès, même un petit peu de progrès, diminue. Et du coup, vous voyez que la barre rouge du nombre de pays où il n'y a pas de progrès, voire même une aggravation de la situation, augmente. Donc l'anémie chez les femmes en âge de procréer, c'est vraiment une priorité et on se réjouit
d'ailleurs de constater que le Sénégal a tenu une réunion sur ce sujet il y a quelques jours. Et donc, c'est vraiment une très bonne chose de constater que les pays de la région se mobilisent aussi sur cette question, sur la question de la nutrition de la femme. Alors, c'était simplement quelques chiffres pour nous donner un petit peu des pistes sur les tendances. Ah, voilà. Et maintenant, quels sont les défis? Parce qu'on peut se demander pourquoi en sommes-nous encore là aujourd'hui. Donc là aussi, j'ai fait ressortir quelques défis, quelques déterminants de la malnutrition. Il y en a certainement beaucoup d'autres et on sait qu'ils sont très dépendants du contexte, mais j'ai choisi quelques graphiques qui sont assez parlants. Le premier, donc, c'est la question du départ dans la vie, c'est la question de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Et vous pouvez le voir sur ce graphe, on est encore loin, sur le continuum de soins, d'avoir des barres qui sont à 100%. On a seulement 40% des enfants dans la région qui sont mis au sein dans l'heure qui suit la naissance. 32%, voire à peine 33%, un tiers des enfants qui bénéficient d'un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Et vous voyez les barres en orange, elles sont relatives à la diversification alimentaire à partir de l'âge de 6 mois, qui est fondamental. C'est là que le retard de croissance aussi s'accentue très souvent. On a seulement 12% des enfants dans la région qui reçoivent un régime alimentaire minimum adéquat entre l'âge de 6 mois et de l'âge de 6 mois à 2 ans. 12% d'enfants. Ça veut dire qu'on a 12% des enfants qui reçoivent à la fois un nombre suffisant de repas, mais aussi des repas qui sont suffisamment diversifiés en termes de groupes alimentaires. Donc là encore, on voit très bien le lien entre ces données et puis les tableaux que je vous ai présentés tout à l'heure. Un autre déterminant que j'ai voulu souligner, c'est la question de la jeune fille adolescente dans la région. Je pense que d'autres partenaires vont certainement y revenir. Mais rien que le chiffre des grossesses précoces chez la jeune fille adolescente dans la région donne aussi de quoi s'inquiéter. On a presque un tiers des jeunes filles qui ont des enfants entre l'âge de 15 ans et 18 ans dans la région, avec toutes les conséquences qu'on peut connaître, à la fois pour elles-mêmes, mais aussi pour la santé de leurs enfants. Un autre déterminant fondamental, qui est aussi dans le scorecard qui nous sera présenté tout à l'heure, c'est toutes les questions d'eau, d'hygiène, d'assainissement et de leur lien sur les questions nutritionnelles. Un seul chiffre, un seul graphique, celui de la défécation à l'air libre dans la région et donc celui des questions d'assainissement. Vous voyez qu'on a encore beaucoup de pays sur la droite où on a presque 50% de la population qui est concernée par cette pratique. Donc nous avons besoin du secteur du WASH pour pouvoir avoir plus de résultats dans le domaine de la nutrition. Et enfin, une dernière donnée, celle de la situation alimentaire. On sait que malheureusement, dans la région, beaucoup de pays ou beaucoup de zones dans les pays sont concernés à un moment ou l'autre de l'année par une certaine pression sur la situation alimentaire qui a aussi des liens, bien évidemment, sur la situation nutritionnelle. Donc voilà, simplement quelques déterminants. Ma présentation ne vise pas à être exhaustive, mais simplement à vous donner quelques tendances et quelques grandes idées sur des déterminants clés que nous devons considérer, à notre avis, pour avancer. Et enfin, un environnement programmatique très complexe. On en a parlé en introduction, la question de la croissance démographique, la question de l'urbanisation. On a beaucoup de pays dans la région où plus de 50% de la population est aujourd'hui urbaine, alors que notre programmation est surtout plutôt mature, on va dire, en milieu rural. On a la question donc de l'espace budgétaire. Je pense que ça a été abordé en introduction par certains de nos représentants. La question du changement climatique, des migrations, des inégalités de genre, l'insécurité et les urgences chroniques, qui compliquent aussi notre travail. Alors, j'ai abordé plusieurs défis, j'ai abordé plusieurs déterminants.
Mais maintenant, je vais présenter quelques leçons apprises. Certains d'entre vous y ont contribué, certains d'entre vous ont déjà vu certaines de ces leçons qui ont été présentées dans des forats au niveau régional. Mais c'est important finalement de savoir aussi tirer les leçons. Là aussi, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont des points clés que nous, en tant que UNICEF, avec d'autres partenaires, nous avons pu identifier. La première leçon, c'est comme je le disais en introduction, même si ça s'améliore, la question de l'insuffisance dans la disponibilité, dans la qualité et l'utilisation des données. Donc ceci ne nous aide pas à identifier véritablement quelles sont les populations que nous devons toucher, où sont-elles, combien sont-elles, qui devons-nous prioriser. Ça ne nous aide pas à avoir des programmes qui soient véritablement mis en place pour répondre aux besoins des plus vulnérables. Bien évidemment, la question de la verticalité qui a été largement abordée aussi dans les discours d'ouverture, nous devons aller vers la multisectorialité et j'y reviendrai dans les solutions. La faible place donnée au leadership des communautés, c'est aussi un grand goulot d'étranglement à la durabilité de nos actions. Et c'est pour cela qu'en tant qu'UNICEF, on se réjouit aussi de voir la société civile aussi bien représentée dans la salle. Sans les communautés, nous ne pouvons avoir de convergence, de synergie et de passage à l'échelle. Il y a également la question de la prévention. Je crois qu'un des partenaires va y revenir un petit peu plus tard dans les présentations. La prévention de la malnutrition, ne plus uniquement se focaliser sur le traitement, agir en amont, avoir des actions qui permettent véritablement de prévenir à la fois la malnutrition chez la femme, mais aussi chez l'enfant, et surtout le continuum du cycle de vie. Et enfin, la place accordée aux femmes. Je crois qu'on a l'association des femmes qui est ici dans la salle et qui en parlera mieux que moi. Mais la place accordée aux femmes et en particulier aux adolescentes dans les programmes de nutrition n'est pas suffisante. Alors j'ai mis en avant ici, comme leçon apprise, la question des dépenses. Et on se rend compte que les dépenses au niveau national ne sont pas encore à la hauteur de nos ambitions et ne sont pas encore à la hauteur des politiques qui sont mises en place au niveau des pays. Donc ici, j'ai dégagé un graphique que je ne vais pas totalement décrire parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais c'est simplement pour que vous sachiez que le SUN, qui est ici représenté, a fait un travail très intéressant avec son outil 1000, qui nous donne un scorecard par pays, avec plusieurs indicateurs et aussi des indicateurs composites qui nous montrent finalement comment est-ce que les pays avancent en termes de législation, en termes d'environnement favorable à la nutrition, mais aussi en termes de financement et de passage à l'échelle des interventions qui est notre objectif. Donc on se rend compte que les finances, finalement, ne sont pas encore à la hauteur de nos ambitions. Et un dernier point sur les leçons apprises. Je pense qu'un des orateurs ce matin a parlé des compétences en nutrition. Et effectivement, j'ai voulu aussi le mettre en avant ce matin. Il y a un manque de ressources humaines pour faire avancer l'agenda de la nutrition. Alors certes, il nous faut des nutritionnistes, il nous faut des gens formés en nutrition. Et là, on a plusieurs études dans la région qui ont montré qu'on est loin d'avoir le nombre de nutritionnistes pour pouvoir faire avancer l'agenda. Mais il nous faut aussi des ambassadeurs de la nutrition, des champions de la nutrition. On ne peut pas tous être nutritionnistes, mais on doit savoir créer un mouvement pour la nutrition et avoir des acteurs qui agissent en faveur de la nutrition dans différents secteurs, que ce soit les secteurs agricoles, le secteur de l'eau, l'hygiène, l'assainissement, le secteur de l'éducation, et j'en passe. Donc voilà pour quelques leçons apprises et défis. Et je vais vous présenter quelques pistes de stratégies novatrices que nous avons identifiées au niveau de UNICEF, qui font partie intégrante de notre programmation régionale et auxquelles beaucoup de partenaires ont aussi adhéré, puisqu'elles font aussi écho
au Global Nutrition Report qui donne plusieurs recommandations qui seront, je pense, abordées par ACF plus tard. Donc une première stratégie novatrice, et vous allez peut-être me dire qu'est-ce qu'il y a de novateur là-dedans, mais malheureusement ça l'est encore et on doit encore le souligner. On doit promouvoir des approches multisectorielles. Alors bien évidemment le système de santé, mais aussi le système alimentaire, la protection sociale, et j'ai rajouté le système communautaire pour faire écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, le leadership des communautés dans l'action. Et ces approches multisectorielles devraient être mises en œuvre, bien évidemment, au niveau national, au niveau décentralisé, mais aussi au niveau régional. Et il y a ici un kakémono qui présente les efforts du groupe régional en nutrition. On a vraiment cette volonté de renforcer les plateformes régionales dans leur rôle d'appui aussi au niveau des pays pour que toute cette dynamique puisse se mettre en œuvre de façon multisectorielle. Alors la promotion d'approches multisectorielles, oui, mais centrée sur la femme et la jeune fille. Encore une fois, pour faire écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, on doit s'assurer que les femmes et les jeunes filles soient au centre de l'action avec la modélisation d'approches innovantes. Plusieurs partenaires dans la salle travaillent donc avec ces groupes et nous devons vraiment, à notre avis, poursuivre cette action et la renforcer. On doit aussi unifier les systèmes de données. On se rend compte que beaucoup de systèmes de données existent. Je l'ai dit tout à l'heure, on a plus de données qu'avant. Sachons utiliser les données existantes. Sachons faire en sorte que ces données soient mises ensemble. Nous devons aussi essayer d'avoir des analyses conjointes et multisectorielles pour avoir véritablement une vue d'ensemble de la situation. Et l'utilisation des données par les acteurs jusqu'au niveau communautaire est aussi une question importante et ça contribue au leadership. La question des financements. Donc les financements qui sont déjà existants, assurons-nous qu'il y ait une certaine forme de complémentarité. Je pense qu'on a beaucoup d'acteurs qui contribuent et qui aussi contribuent financièrement à la nutrition dans la salle. Et un des défis, c'est d'assurer la complémentarité justement de ces financements existants et de pouvoir identifier des gaps dans le cas où il y en a pour qu'on puisse les compléter. Bien évidemment, en continuant à travailler pour des financements domestiques accrus pour la nutrition. On s'est rendu compte aussi que des financements flexibles vont nous permettre de mieux agir dans le domaine de la nutrition. J'ai parlé au début de la présentation de la fragilité de la situation, d'un environnement qui change, d'un environnement qui bouge, d'un environnement qui est complexe. Et on devrait pouvoir avoir d'une certaine façon aussi des financements qui nous permettent de nous adapter à la situation et aussi d'agir dans le temps pour avoir des actions qui touchent la prévention et la promotion des bonnes pratiques de nutrition. Et une dernière chose, les innovations. J'espère que ça ressortira aussi dans nos débats, à la fois programmatiques et technologiques. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de digitalisation de la nutrition, de mesures qui utilisent de nouveaux outils. Donc oui, la technologie peut nous aider à aller plus loin, à faire mieux, à mieux documenter, à avoir plus de transparence. Mais soyons aussi innovants dans la façon dont nous travaillons au niveau de nos programmes pour pouvoir mieux faire. Je vais m'en arrêter là. Je pense que vous êtes tous ici réunis et que vous pourrez aussi, en fonction de vos qualités, de vos expériences, pouvoir contribuer sur cette question de la situation nutritionnelle dans la sous-région, qui est extrêmement complexe et qui aurait pu faire l'objet, je pense à elle seule, de toute la matinée. Donc merci beaucoup pour l'opportunité. Je repasse la parole au modérateur. Merci. Merci Anne-Sophie. Je pense que la situation est bien décrite. Comme tu l'as si bien dit, elle est connue, mais les défis sont connus aussi. Nous devons faire face. Le plaidoyer étant un effort continu, c'est la raison d'être de cet atelier, de cette table ronde plutôt. L'ordonnancement des présentations va continuer avec la présentation de la situation en faisant appel à Dr Nyanya
Nyanya Ndiaye, qui va nous présenter la valeur ajoutée du tableau de bord continental sur la responsabilité en matière de nutrition comme outil de plaidoyer. Les scorecards qui ont été présentés à Addis Abeba. Bon, attendez, bon, est-ce que on peut me laisser un peu de... Oui. Ok, très bien. Bon, on me signale que la FAO est en place pour présenter. Donc, Dr Nyanya va prendre la parole après la présentation de la FAO. Donc, Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je pensais que c'est la BAD qui présentait d'abord Dr Nyanya. Donc, on n'a pas eu de chronogramme pour se préparer. Donc, comme le nom l'indique, nous avons une présentation à PowerPoint que le chargé de programme pourra mettre à la disposition de l'ACF plus tard. Mais à 10 minutes, je préfère aller directement vers ce que nous pensons être le plus urgent à savoir pour la place des femmes concernant ce sujet. Je voudrais juste dire que nous remercions ACF et nous remercions tous les collègues, les ambassadeurs, tout protocole observé et donner une mention spéciale à notre ancien patron SAR au niveau du paludisme parce que c'est justement dans les questions de santé que vous avez la chose. Mais malheureusement, je pense que je ne sais pas ce que je vais présenter, mais c'est juste pour vous convaincre que nous sommes en plein dans ces sujets et dans la sous-région. Et au jour d'aujourd'hui, on a une très grande présentation à faire pour la FAO au niveau du Ghana concernant les problèmes de nutrition visant l'obésité qui concerne le plus de femmes. Bref, pour dire que nous sommes ensemble et je salue mon jeune frère de la nutrition K, le docteur K, avec qui j'ai partagé une grande réunion de la FAO à Bangkok il n'y a pas très longtemps, parlant toujours de ces questions de malnutrition de nos populations. Donc, comme vous le savez déjà, la FAO couvre toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et ajoute la Mauritanie et travaille sur les questions de genre. Et nous voulons remercier Mme Anne-Sophie qui a évoqué tout à l'heure le rôle des femmes et vraiment ce qu'on attend d'elles et des jeunes filles concernant la question de la malnutrition en Afrique. Et ceci est tellement porté par notre organisation que déjà depuis 2013, nous avons construit une grande usine de transformation des produits agricoles bio et qui sert en même temps de centre de renforcement de capacité des femmes à travailler et à valoriser les produits agricoles. Vous allez me dire quelle est la relation. Mais nous savons que la malnutrition vient de quelque part, parce qu'elle n'était pas aussi grave avec nos parents et nous avons changé de typologie d'alimentation. Nous avons changé de direction d'alimentation. Peut-être les nutritionnistes peuvent le dire de manière beaucoup plus scientifique avec des analyses et des évidences, mais nous le vivons en tant que femmes. Parce que le premier nutritionniste de notre société, c'est la femme, qui cuisine, qui met ça, plus ceci, plus cela, et ça fait le repas. Donc là aussi, c'est des équilibres dont nous sommes très habitués de manière tout à fait factuelle, vous me direz. Mais donc, nous tous, nous sommes dans la nutrition, tous les jours. Depuis qu'on est né femme, fille, on est dans la nutrition. Donc, ce n'est pas très difficile pour une association comme la FAO de mettre en synergie, en tout cas d'analyser à l'échelle de la région, que se passe-t-il concernant les femmes et leurs enfants. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'enfant est sous la responsabilité de la femme pendant plusieurs mois après sa naissance. Et si on arrête de faire ce lien mère-enfant, là je pense qu'on va directement vers ce qui n'arrange pas la problématique de la nutrition. Et c'est tellement bien compris par des organisations comme la CEDEAO, que je viens de quitter hier à Lagos, qui parlait encore de ces questions, qui estime qu'il y a des urgences
quelquefois dans notre région, comme l'a montré Anne-Sophie, des urgences alimentaires. Les autorités n'aiment pas qu'on parle de famine, mais on peut parler d'urgence alimentaire pour un peu ne pas gêner, prendre la démarche des diplomates qui sont autour de la table. Et ceci étant dit, la CEDEAO nous a permis d'intervenir dans 4 sites des 2 pays qu'on a identifiés, en tout cas de par le projet qui est conduit par la CEDEAO et avec l'aide de l'OCDE, Angogne et Andoksare pour le Sénégal. Et je pense que nous devons remercier le docteur K qui nous a bien, en tout cas, encadré pour le choix des sites qui n'ont pas été concernés par les programmes de l'État et aller vers ce qui n'est pas fait pour toujours garder le principe de subsidiarité et de complémentarité que les ONG doivent garder très soigneusement entre elles et les États. Au niveau de la Guinée, la CEDEAO a dit allez là où l'Ebola avait sévi et que les populations sont encore dans des traumatismes psychologiques mais aussi alimentaires. Et nous, on intervient directement maintenant au niveau de Tunufili et de Tana, où les populations, évidemment, sont encore sous le choc de cette question, de cette épidémie, et que intervenir rapidement dans ces équipes aussi est une démarche qu'il faut prioriser. Les études, c'est très bien. Je n'ai rien contre les études et les chercheurs. Encore que nous, en tant qu'acteurs analphabètes à la base, nous ne voyons pas toujours les études traduites simplement à notre niveau de compréhension et nous demander d'aller à l'action. Là aussi, Dr K, monsieur le représentant du ministre, c'est encore un cri de cœur des femmes de ne pas être associées aux résultats des études que vous menez dans la région et que vous menez sur nous-mêmes. Vous les menez sur les populations. Et nous sommes la majorité de la population, même si on n'y ajoute pas nos enfants. Donc les études que vous faites, quelles que soient les évidences, si ça n'arrive pas au niveau opérationnel, pour qu'on puisse nous s'appuyer là-dessus pour réorienter nos actions aussi, j'interpelle l'UNICEF aussi et les autres organisations, les grandes organisations qui peuvent mener ainsi que la FAO, qui est très partenaire à la FAO et qui l'a primé en 2015 à cause de notre centre dédié à l'alimentation et la nutrition. Mais nous pensons qu'il y a des évidences que vous seuls avez les moyens de chercher en termes de réalité de la malnutrition. Et sur les 3 principes que nous savons, que nous retenons, sur lesquels nous travaillons, tels que, par exemple, l'anémie, qui touche, comme vous le savez, la plupart des enfants et des femmes en âge de procréation. Et on ne parle pas du retard de croissance aussi, ça concerne nos enfants. Et souvent, la personne la plus habilitée pour régler ce retard de croissance, c'est la femme, parce que c'est sa mère. Et là, on termine par une question émergente pour reprendre la mode, mais c'est l'obésité. Le surpoids est devenu une question qui est actuellement analysée par la FAO à Accra, depuis avant-hier et jusqu'à demain. Pour vous dire que c'est devenu difficile de ne pas voir comment on devient très vite obèse, surtout chez les enfants qui vont à l'école. Quelquefois, c'est un motif de démobilisation, ils ne vont plus à l'école parce que on rit de ces enfants qui sont subitement obèses. Donc ça, c'est des questions qui, comme notre collaborateur, notre patron l'a dit tout à l'heure, ça dépasse des problèmes de santé. Ça touche la sociologie même de nos vies de tous les jours. Tel qu'un enfant qui n'arrive plus à se reconnaître dans ce qu'il est maintenant et qui arrête ses études. Tout ça, c'est des questions sur lesquelles la FAO voudrait interpeller les uns et les autres, qu'il y a des spécificités qui émergent dans les problèmes de nutrition que nous, on ne peut pas prendre en charge, mais on peut signaler. Et c'est ça le rôle de la société civile et des acteurs non étatiques. J'apprécie beaucoup que l'on ait tous compris qu'il ne s'agit pas d'être nutritionniste, spécialiste sorti des écoles avec des analyses chimiques pour pouvoir régler le problème de la nutrition. Le problème de la nutrition concerne d'abord les acteurs de la nutrition, dont une majorité de femmes est responsable de nos enfants. Donc, tant qu'on n'aura pas compris que c'est les femmes qui doivent être au centre de la question, tout ce qui touche l'alimentation et la nutrition, notamment en Afrique, on ne vit pas de fast-food ici. Il n'y a pas de fast-food au coin de la rue où chacun peut aller se servir. Des restaurants dans les services, non. L'Afrique mange à la maison. Dès lors que l'Afrique mange à la maison, il y a bien quelqu'un qui s'occupe
de cette question nutritionnelle. Bien ou mal, c'est avec ces personnes qu'il faut communiquer. Et ça, vraiment, j'insiste, et c'est l'essentiel des messages que nous véhiculons dans la sous-région, jusqu'au niveau de la Banque islamique de développement qui nous a donné un award en 2014 sur ce sujet toujours, et pour lequel nous attendons encore des améliorations concrètes sur le terrain, et c'est le sujet qui nous a été demandé par l'ACF, et nous remercions Dr Mbaye, Madame Mbaye, qui a vraiment collaboré avec la FAO tous ces derniers jours pour nous pousser à dire ce que vraiment nous sentons dans les questions de nutrition. Ça, c'est l'image du représentant de la FAO qui nous donnait la médaille que la FAO nous a remis en 2015 pour reconnaître nos efforts dans le sujet et pour lequel nous ne sommes pas peu fiers. Donc, concernant la situation des personnes en état de besoin de soutien alimentaire, nous avons retrouvé une frange qu'on ne trouve pas souvent dans les documentations, dans la littérature. Il s'agit des personnes âgées. Les personnes âgées, nous avons pu, en tout cas, pousser la CEDEAO à faire en sorte que ça fasse partie des cibles essentielles. Est-ce que vous croyez normal qu'une personne qui a travaillé jusqu'à aller à la retraite, qui a consacré toute sa vie, peut-être à la nutrition, à l'agriculture, à autres, qui cultivait des champs et qui n'a plus cette force, assis à Ndoksaré ou dans les villages que je connais mieux et que nous fréquentons maintenant, ne soit pas soutenu quand il y a des bons alimentaires à donner, qui puissent acquérir ces bons. Donc nous pensons que de plus en plus, même si ça se fait, nous reconnaissons le travail du CLM, nous reconnaissons. Ce que nous demandons, et ce sera mon dernier point d'intervention, c'est comme le PDDA l'a demandé au niveau de l'Union africaine. Ma sœur Niagne, docteur Niagne va y revenir. Ce que le PDDA a demandé et qui dans la déclaration de Malabo, c'est exactement ce que nous essayons de répliquer au niveau de la CEDEAO à travers le prix Hassan, pour lequel nous avons tous travaillé et insisté sur le facteur nutrition, qui a fait l'objet d'un rattrapage qui n'était pas dans le premier pilier du PDDA et de la première rencontre de la première tranche des 10 ans que nous avons fait en application du PDDA au niveau de la CEDEAO. Nous avons poussé pour mettre la nutrition, pas que nous en comprenions vraiment les enjeux. Et de ce point de vue, l'essentiel de ce qu'ils ont demandé, que ce soit la déclaration de Malabo ou autre, c'est l'implication des acteurs comme les femmes, mais l'augmentation des investissements, M. K. Il faudrait que les investissements soient augmentés. Mon représentant à Accra hier, quand il me faisait le compte rendu au téléphone, me disait qu'il y a un qui a donné là-bas un exemple très macabre de comparaison. Il dit, oui, vous avez vu le crash du Boeing de Éthiopien. 157 personnes mortes sur le coup et nous prions pour le repos de leur âme. Combien la communauté internationale va engager pour la recherche, pour voir où se trouvait le problème? Alors que, plus que ça, meurent tout le temps pour des problèmes de nutrition. Et ils n'acceptent pas d'investir dans la nutrition. Je ne sais pas si la comparaison, j'ai bien rendu ce que le monsieur a dit à Accra, que je suis en train de répéter. Que la malnutrition tue plus que ça. Et ça ne choque personne. Ça n'a pas l'air d'être une priorité. Et pour nous tous, d'ailleurs, y compris la communauté internationale, avant d'intervenir, il faut qu'il y ait catastrophe déjà. Et c'est en cela que je vais rentrer dans la prévention. Il nous faut aller vers la prévention. Si on attend d'être en malnutrition aiguë, où il ne reste que la mort, la personne n'a plus que son squelette sur lui, évidemment, ça devient un peu plus difficile et plus cher à récupérer. Et je parle sur le contrôle du docteur K et du docteur Sa, ça devient beaucoup plus cher à récupérer. Donc, pour la FAO, travaillant sur les céréales sèches, les fruits et légumes, la pâte d'arachide et comment on s'appelle, le cachot, j'oublie le nom en français alors que c'est l'anglais que je devais oublier. La noix d'acajou, ça aussi nous le transformons à grande échelle, mais surtout le lait avec Uyabira de l'Union africaine. Nos enfants prennent du lait certes, mais non seulement pas suffisamment,
mais quelle est la qualité du lait qu'on donne à nos enfants? Ça aussi, la FAO ne cesse de se pourfendre pour que l'on regarde ce côté aussi, qui est important, puisque le lait maternel, comme vous le savez, il y a beaucoup de jeunes femmes qui, après refaire le travail, ne peuvent pas donner l'allaitement maternel. Donc nous devons faire un accent désormais sur la disponibilité du lait. C'est comme ça qu'on est rentré en contact avec l'Union africaine à sa demande pour renforcer la formation des femmes. Je parle des grassroots dans les villages. Comment elles peuvent faire pour avoir une disponibilité permanente. Madame la Présidente. Et qu'elles revendent. Oui, je suis en train de conclure, monsieur. S'il vous plaît. Mais je pense que j'ai un peu moins parlé que l'UNICEF. Peut-être que je n'ai pas fait de schéma qui monte et qui descend, mais pourtant on en a. Nous avons... Donc je voulais vous remercier, monsieur, et de me permettre donc de remercier l'ACF qui nous a, en tout cas, impliqués dans son travail et pour lequel nous pensons que notre présence a été utile. Je vous remercie tous. Merci. Merci, Madame la Présidente. Croyez-nous, nous pensons que le rôle des femmes est incontournable dans ce que nous sommes en train de faire. Et que nous vous avons écouté avec beaucoup d'intérêt. Et je suis persuadé que vous allez inspirer beaucoup de participants à contribuer davantage. Merci encore, Madame la Présidente. Voilà. Sans plus tarder, je vais demander à Dr Nyanya, pour des raisons de temps, j'aurais suggéré qu'on soit le plus précis possible et le plus synthétique possible pour nous permettre vraiment de rester dans le temps. Parce que nous avons accusé un très grand retard en démarrant. Merci, Nyanya. Merci, monsieur le modérateur. Et permettez-moi au moins de remercier Action contre la faim pour notre début de collaboration qui nous permet donc d'avoir cette opportunité pour faire une dissémination de l'Alliance des dirigeants africains pour la nutrition. Ça va être une petite répétition pour les participants avec qui nous étions hier à Salir, mais on a trouvé quand même opportun de revenir sur ça pour permettre à tous les participants ici d'avoir une bonne compréhension de cette initiative des dirigeants africains pour la nutrition. Alors, donc, je vais faire très rapidement une brève présentation de cette initiative des leaders africains pour la nutrition et puis maintenant faire le focus sur le tableau de bord continental pour la responsabilité en matière de nutrition. Notre collègue Anne-Sophie vient de faire une présentation sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais cette initiative prend en compte toute l'Afrique. Et vous allez voir que nous avons les mêmes défis partout en Afrique. Et puis faire des recommandations et vous parler des prochaines étapes. Alors, je ne vais pas revenir sur la situation en Afrique, parce que Anne a déjà fait le point par rapport à cette préoccupation de la malnutrition au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais je voudrais vous dire que nous avons cette même préoccupation au niveau Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 8 millions d'enfants en Afrique qui ont accusé un problème de retard de croissance. Donc, pour vous dire que c'est une problématique à tous les niveaux, qui interpelle les gouvernements, la communauté internationale à mieux prendre en compte ces défis. Car, comme vous le savez tous, le retard de croissance impacte sur l'épanouissement éducatif de l'enfant, mais également sur son devenir par rapport à sa productivité. Et c'est ce contexte préoccupant qui a initié, donc incité la mise en place de cette initiative qu'on appelle l'initiative des leaders africains pour la nutrition. Et cette initiative a été mise en place par le président de la Banque africaine de développement, Dr Adesina, et l'ancien président du Ghana, John Kufuor, et Feu Kofi Annan. Donc ces trois personnes se sont réunies pour penser à comment ils peuvent mettre leur profil pour aider les gouvernements à mieux prendre en compte cette problématique de la malnutrition. D'autres éminentes personnalités se sont joints à ce trio-là pour renforcer, en tout cas, cette initiative au plus haut niveau. Et ce qui est attendu de cette initiative, c'est de pouvoir engager les chefs d'État, parce que tout à l'heure, je l'ai entendu dire que nos gouvernements
doivent prendre à bras le corps cette problématique de la malnutrition. Les gouvernements doivent faire de la nutrition une priorité nationale. Donc cette initiative-là s'adresse aux chefs d'État africains, aux gouvernements, pour utiliser leur profil, leur influence et leur prestige pour faire un plaidoyer au plus haut niveau en faveur des investissements sur la nutrition. Alors, cette initiative des dirigeants africains pour la nutrition, permettez-moi juste de dire que ALN, c'est African Leaders for Nutrition Initiative. Donc, comme c'est facile de dire ALN, donc tout le monde s'est accordé de dire ALN. Alors, donc, cette initiative-là a été présentée l'année passée, en janvier 2018, lors du sommet de l'Union africaine, et qui a été donc endossée par les chefs d'État et leur gouvernement de l'Union africaine. Et aujourd'hui, un secrétariat a été mis en place pour coordonner toutes les activités de cette initiative. Alors, qui sont les membres fondateurs de cette initiative? Donc, je viens de citer déjà 3. Nous avons des fondations également, comme la fondation Dangote, nous avons la fondation Grâce Martial, nous avons également Bill et Melinda Gates, aujourd'hui, qui soutient financièrement cette initiative au plus haut niveau. Nous avons également des présidents actuels et anciens présidents qui ont aussi joint cette initiative avec l'Union africaine. Alors, actuellement, nous avons enrôlé 3 nouveaux champions. Nous avons enrôlé son Excellence, M. Kaboré, qui est le président de la République de Burkina Faso, qui a joint cette initiative au plus haut niveau pour être champion, n'est-ce pas, de la nutrition. Nous avons aussi la première dame de la République de Ghana, qui également est devenue champion de la nutrition, et Sa Majesté le roi Lesti III du Lesotho. Alors, d'habitude, on nous pose la question à savoir, qu'est-ce qui vous motive à enrôler ces nouveaux présidents-là? Tout à l'heure, on va y revenir. Et nous avons d'autres présidents qui sont sur la liste, à savoir le président de la Tanzanie, Rwanda et le directeur général de Harvest Plus, qui sont déjà dans le processus d'être enrôlés comme nouveaux champions pour la nutrition. Alors, qu'est-ce que nous attendons de cette initiative ALN? C'est d'élaborer un tableau de bord continental sur la nutrition pour permettre d'avoir un aperçu global sur tous les pays africains par rapport aux initiatives au niveau régional et au niveau mondial où les chefs d'État avaient déjà ratifié pour l'atteinte de ces objectifs. Donc ce tableau de bord-là permettra de traquer tous les pays africains où ils en sont par rapport aux objectifs à atteindre. Et nous avons la déclaration de Malabo de 2014, nous avons les indicateurs de l'Assemblée mondiale de la santé et nous avons également l'objectif des ODD. Donc, il est attendu chaque année de faire une revue annuelle du tableau de bord continental qui va être présenté au niveau lors de l'Assemblée annuelle de l'Union africaine. Il est attendu également par l'ALN, qui est soutenu par un secrétariat, de faire une revue annuelle de rapports sur les argumentaires en faveur, n'est-ce pas, de la malnutrition. Donc ça, nous sommes en train d'y travailler avec des partenaires. Peut-être j'ai oublié de mentionner que le secrétaire de ALN travaille avec un sous-groupe technique un peu partout en Afrique. Et dans ce sous-groupe-là, nous avons pratiquement toutes les représentations. Nous avons le système des Nations Unies, nous avons des institutions comme Allemand, NEPAD, nous avons, pour ne citer que cela. Donc c'est un groupe vraiment technique qui représente un peu l'Afrique. Et c'est avec ce groupe-là que le secrétariat travaille pour l'élaboration du tableau de bord continental, mais également pour le rapport économique sur les argumentaires économiques en faveur de la nutrition. Et le troisième point, c'est l'enrôlement des chefs d'État. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord qu'il faut augmenter les ressources domestiques. Et pour cela, il faut vraiment sensibiliser au plus haut niveau les chefs d'État et leur gouvernement. Donc, ce sont les 3 points qui sont attendus. Ce tableau de bord continental que je vous invite, pour ceux qui l'ont, désolé parce qu'on n'a pas pu avoir tout, hein, pour tout le monde. Le tableau de bord est là.
donc, qui a été lancé en février 2019, cette année donc, lors de l'Assemblée mondiale de l'Union africaine, où les chefs d'État l'ont endossé. Et aujourd'hui, nous avons Sa Majesté, le roi de Lesotho, donc, qui a présidé donc, ce lancement. Alors, voilà, le tableau de bord est là, que vous voyez, pratiquement rouge. Rouge veut dire qu'on n'est pas sur la bonne voie. Ça inquiète tout le monde. Ma collègue Anne-Sophie vient d'en parler. C'est une question maintenant qui se pose à tous les niveaux. Nous avons les initiatives au niveau régional, au niveau continental, au niveau mondial. Nous avons les ressources pour y travailler, mais pourquoi on n'arrive pas à faire, en tout cas, renverser les tendances? Alors ça, c'est des indicateurs en rouge pour montrer qu'on est sur la bonne voie. Jaune, en progrès, mais reste à faire des efforts. Le vert, ça dit qu'on est sur la bonne voie. Et si vous voyez, en général, c'est le rouge qui domine partout en Afrique. Alors, le processus d'élaboration de ce tableau de bord, très rapidement, ça a été fait, comme je l'ai dit, par des consultations avec différentes organisations, notamment Alma, NEPAD, SUN, UNICEF, FAO, OMS, etc., IFPRI, WFP, la Ventrave, et on a mis en place un sous-groupe technique avec qui on a travaillé sur tout le processus jusqu'à l'élaboration de ces documents-là. On a fait également des consultations avec des pays qui ont déjà fait l'étude de la faim, qu'on appelle Koha Country. On a identifié 18 indicateurs au départ, à partir d'une liste très longue de 80 indicateurs. Et ces indicateurs ont été répartis en 4 catégories. On a défini ensemble les seuils selon les recommandations de l'OMS, l'UNICEF, mais également avec des tricolores pour pouvoir mieux ressortir en tout cas les performances. Et on a utilisé plusieurs sources de données pour faire donc ce tableau de bord-là. Alors, quels sont les défis au niveau continental? Aujourd'hui, le problème du retard de croissance reste pendant. Aussi bien, comment dirais-je, comme l'a expliqué ma collègue au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais de manière globale. Aujourd'hui, la moitié des pays africains ont dépassé le seuil de la prévalence de 30%, que l'Organisation mondiale de la santé juge préoccupant. Nous avons seulement 7 pays africains qui ont une faible prévalence, donc en deçà de 19%. Si nous regardons l'anémie, l'anémie, en tout cas, a retiré, comment dirais-je encore, attiré l'attention de tous les participants lors de ce lancement à Addis Abeba. Parce qu'il n'y a que cet indicateur-là où on n'a pas eu de vert. Tous les pays pratiquement ont un problème relatif à l'anémie. Même les pays, en tout cas, généralement, où on n'a pas de problème, n'est-ce pas, de retard de croissance. Donc ça veut dire que cet indicateur mérite, en tout cas, à ce que tout le monde au niveau international pense pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de cela, malgré toutes en tout cas les interventions à haut impact que les pays aujourd'hui ont une bonne maîtrise. Si vous
l'émancipation, généralement, pour la majeure partie des pays, ils ont fait des progrès. Ils sont sur la bonne voie. Ça, déjà, c'est à saluer également. Mais là où on est vraiment, où l'Afrique vraiment fait beaucoup actuellement d'efforts aujourd'hui, c'est par rapport à l'allaitement maternel exclusif. En tout cas, qui est le premier pilier pour donner l'enfant sa chance d'avoir, en tout cas, une croissance, une bonne croissance, une croissance optimale, comme on dit. Et aujourd'hui, on a 18 pays qui ont déjà dépassé l'objectif d'un taux d'allaitement maternel d'au moins de 50% recommandé par l'OMS. Et 10 affichent des taux variant entre 37 et 48%, autant pour moi. Et ce qui est essentiel et important par rapport à ces efforts-là. Il y a aussi, par rapport à l'obésité, 30 pays qui ont une prévalence très faible. Mais cela reste un grand défi, comme l'a tout à l'heure mentionné Anne, parce qu'il y a le phénomène de l'urbanisation et le changement de monde alimentaire. La supplémentation à vitamine A également est à saluer, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur 20 pays africains qui ont atteint le seuil minimal de 70% fixé sur la supplémentation en vitamine A. Et tout le monde sait que le fer est important pour réduire la morbidité et la mortalité, n'est-ce pas, chez l'enfant. Alors, aujourd'hui, il nous reste maintenant, par rapport à ce tableau de bord-là, à faire sa validation au niveau du comité technique spécialisé, au niveau des ministres, qui se passe tous les ans à Addis Abeba. Donc nous sommes dans le processus de finaliser ce document pour le présenter à tous les ministres en juin à Addis Abeba. Les indicateurs vont être débattus là-bas, de leur pertinence, les indicateurs qui doivent représenter l'Afrique, le continent. Et une fois que ces indicateurs sont validés, donc chaque année, nous allons présenter ce tableau de bord-là lors du sommet de l'Union africaine et les chefs d'État seront redevables. Il y aura des recommandations qui vont être suivies chaque année pour voir où nous en sommes par rapport à ces indicateurs. Déjà, ça c'est un grand pas parce que ça va nous permettre de mieux suivre en tout cas la redevabilité par rapport aux chefs d'État. Les chefs d'État ont signé des déclarations. Aujourd'hui, il faut qu'ils soient redevables par rapport à leur signature. Ce n'est pas seulement de signer, mais également de faire le suivi. Donc, nous allons voir où nous en sommes par rapport aux indicateurs relatifs à Malabo, où nous en sommes par rapport aux indicateurs relatifs, n'est-ce pas, les indicateurs de l'OMS et également les ODD. Donc, nous allons les présenter, ces indicateurs, et chaque président va regarder où il en est par rapport, n'est-ce pas, à l'horizon 2025 et l'horizon 2030. Nous allons aussi faire le scoring, parce que c'est le scoring qui nous permet aujourd'hui de savoir combien de points chaque pays a gagné par rapport à un indicateur, combien de points il leur reste pour atteindre les targets. Maintenant, par rapport aux recommandations aux chefs d'État que nous avons partagées lors de ce lancement de ce tableau de bord, il a été mentionné une augmentation des allocations budgétaires en fonction des besoins pour la mise en œuvre des plans nationaux, des plans de nutrition multisectorielle. Ça a été dit tout à l'heure. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que l'approche doit être une approche multisectorielle. Mais aujourd'hui, on voit des pays qui ont des problèmes pour mettre en œuvre ce plan national multisectoriel parce qu'ils n'ont pas les besoins en termes de budget pour pouvoir couvrir. Donc, il a été adressé au chef d'État, en tout cas, de mieux prendre en compte cette ligne budgétaire domestique pour pouvoir permettre au pays de mettre en œuvre le plan multisectoriel. Mais également de veiller à la redevabilité sectorielle. Parce que les plans sont là, mais généralement, il y a des secteurs qui se disent qu'ils n'ont pas les moyens ou bien le temps pour pouvoir faire de la nutrition. Alors que c'est juste de pouvoir travailler, d'avoir des indicateurs clés et si on reçoit par exemple un budget pour pouvoir adresser des indicateurs, d'être redevable à ces indicateurs et de faire un suivi pour pouvoir évaluer aussi les performances par rapport à chaque indicateur. Et je crois que ça a été vraiment relaté, en tout cas, lors de ces discussions-là. Et aussi renforcer l'autonomisation des femmes, des adolescentes, en les encadrant notamment au moins les plus difficiles, les plus critiques de leur vie, pendant la grossesse et la petite enfance. Notre représentant de la FAO devrait être là pour qu'elle sache que, en tout cas, la femme est au cœur de tout ce que, en tout cas, les partenaires font. Voilà, maintenant je voudrais juste relater notre collaboration qu'on est en train de finaliser avec Action contre la faim.
Et nous avons commencé cette activité depuis hier et nous allons discuter sur une feuille de route conjointe. Les réflexions ont déjà démarré pour faire un suivi de la redevabilité des chefs d'État et leur engagement au niveau mondial et continental. Et nous le ferons en collaboration avec le réseau de seuls les parlementaires et autres également. Et comment également nous devons enrôler les nouveaux chefs d'État. C'est pour ça que je suis très contente de voir qu'il y a dans cette salle aussi les représentants du corps diplomatique. Renforcer le plaidoyer en faveur de la pression à travers, n'est-ce pas, différentes instances. Mais aussi comment faire aussi, en tout cas, faire une coordination pour pouvoir mieux adresser cette question du suivi budgétaire avec ACF et faire le traquer aussi des budgets alloués à la nutrition spécifique et sensible pour la redevabilité des sectoriels. Voilà un peu résumé ce que je voulais partager avec vous hein, et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Nyanya Ndiaye. Je pense que la BAD est considérée comme acteur principal de la nutrition en ce moment. Vous avez à plusieurs reprises donné un message fort aux différents acteurs pour exprimer votre disponibilité à les accompagner. Et le niveau aussi de financement des projets de nutrition dans la région a fortement augmenté. Et nous saluons aussi votre approche d'utiliser les chefs d'État et de gouvernement afin que des investissements plus soutenus puissent sortir des pays. Vraiment, nous sommes ensemble avec vous et nous saluons aussi l'initiative que vous venez de prendre avec ACF pour formaliser votre collaboration. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au représentant du mouvement SEN. Je pense que c'est Seydou. Il est là. Ah, secrétaire SEN. Madame, vous avez la parole. Merci. Pour des questions de timing, je vais essayer de faire aussi bref que possible. Je voulais remercier l'UNICEF pour sa présentation très éloquente. On connaît tous les chiffres au niveau des pays, au niveau régional. Effectivement, c'est assez alarmant, il y a beaucoup de rouge. On s'aligne souvent plus facilement par rapport à la phase visible de la malnutrition, tout ce qui est la malnutrition aiguë, sévère, etc. Et le grand public n'a pas assez conscience de la gravité de la faim cachée. On parle de retard de croissance, mais ce n'est pas forcément un problème de taille, c'est vraiment le problème des effets irréversibles de cette forme de malnutrition, de la mortalité, du retard du développement cognitif dont on parlait, qui ensuite a effectivement un impact sur la productivité économique, sociale et autres, et qui gangrène en fin de compte le développement de tout un pays. Donc, surtout quand on a une population des moins de 25 ans qui fait à peu près 60% de la population, des jeunes en malnutrition chronique, c'est vraiment 50 ans de développement qui sont compromis. Donc, autant dire que les objectifs pour le développement durable, ou même 2063, ça peut devenir compliqué. Donc voilà, c'est la raison d'être du mouvement SEN, de s'attaquer à toutes les formes de malnutrition et attirer l'attention sur la gravité de la malnutrition chronique et appeler interpeller les gouvernements à prendre en compte l'importance de ce qu'on appelle l'infrastructure grise. On a parlé des causes hein, rapidement, on n'a pas besoin d'en reparler, mais effectivement, on est là aujourd'hui tous parce qu'on est d'accord sur une chose, il vaut mieux prévenir que guérir. Les causes, elles sont compliquées, c'est vraiment une question complexe. C'est à la fois l'alimentation insuffisante en quantité, en qualité, en diversité. Ce sont les maladies, ce sont aussi les pratiques alimentaires. On a parlé d'allaitement maternel exclusif pour tout un tas de raisons. L'importance de cette pratique est mal connue pour l'avenir des enfants et d'une population. C'est aussi les filles hein, et les femmes qui, elles-mêmes mal nourries, anémiées, transmettent le fardeau de la malnutrition d'une génération à l'autre. C'est autour de ça qu'on est réunis aujourd'hui, que les différents pays du mouvement SEN se sont réunis, que les acteurs des réseaux
du mouvement SON se réunissent, c'est pour s'attaquer à ces causes, en ayant pris conscience qu'il y avait vraiment besoin d'une approche conjointe de tous les secteurs dont on a parlé, donc santé, agriculture, éducation, famille, eau, etc., affaires culturelles dans certains pays, voilà. Et puis également, sous le leadership des gouvernements, tous les acteurs, donc la société civile qui est ici en grand nombre aujourd'hui, les Nations Unies, le secteur privé, les donateurs, les parlementaires évidemment, les journalistes, les académiciens, etc. Et c'est un petit peu la raison d'être du mouvement SON. On sort d'un atelier excellent de 3 jours qui a été organisé par ACF avec les réseaux de la société civile de 17 pays de la région sur qu'est-ce que la nutrition peut faire pour les ODD et vice-versa, qu'est-ce que les ODD feront pour la nutrition, où vraiment on a réfléchi de manière très intense et concrète et créative sur comment mettre en œuvre cet agenda multisectoriel dont on parle. Voilà, donc l'approche, c'est quand on veut, on peut. Là, on a vraiment fait son mandat et on le remercie parce que on ne fera rien sans une volonté politique de haut niveau. Mais maintenant, il faut faire plus et ce sont nous, dans la salle, qui sommes là pour ça. Il y a beaucoup à faire au niveau institutionnel, on en parlait, l'institutionnalisation de la nutrition, au niveau législatif, au niveau des interventions, coordination, des financements, etc. Ce sont les 4 objectifs stratégiques de notre mouvement et surtout des pays membres du mouvement et des acteurs de ces pays qui sont engagés derrière ces 4 objectifs. Donc se rassembler, toute catégorie d'acteurs confondus pour la nutrition derrière le leadership des gouvernements. S'assurer qu'il y ait une meilleure cohérence des cadres législatifs, donc beaucoup de législation sectorielle, mais encore très peu de plans multisectoriels pour la nutrition. S'assurer que ces cadres sont vraiment mis en œuvre et développer des plans de travail avec des rôles et des responsabilités identifiés pour chacun d'entre nous pour justement mettre en œuvre ces interventions et aller vers un vrai impact dans les communautés dont on parlait, parce que c'est là que les choses vont bouger, vont se faire. Et puis finalement, effectivement, là où le bas blesse, augmenter les financements pour la nutrition. On a parlé de cet impératif, on a aussi parlé de l'importance d'augmenter les financements domestiques. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent qu'on pourrait mieux utiliser. Et il y a un vrai travail à faire là-dessus déjà. Il y a des budgets engagés qu'on peut beaucoup plus facilement rendre sensibles à la nutrition et efficaces pour la nutrition pour avoir de meilleurs résultats. Le Sénégal donne un très bon exemple de volonté politique de par l'ancrage, la coordination de la nutrition. Un exemple qui est partagé avec d'autres pays dont on a discuté pendant ces 3 jours et qui est assez inspirant. Le Sénégal commence aussi à avoir vraiment des résultats sur le terrain par rapport à son travail sur la décentralisation de la coordination. Et c'est très inspirant, c'est vraiment vers soi qu'on veut aller tous pour changer. Maintenant, je voudrais rebondir sur une question du coordonnateur de la CLM, pardon. Comment s'organiser ? Et je pense qu'effectivement, le moment est venu de réfléchir à une approche régionale ou sous-régionale. C'est pour ça qu'on est ici, et c'est pour ça que les gens qui sont ici ont été choisis. J'ai beaucoup aimé la proposition d'un réseau d'apprentissage. Et effectivement, il y a des besoins d'échanger, d'apprendre les uns des autres. On a des succès, et peut-être encore plus important pour aller de l'avant, on a des échecs dont il faut tirer des leçons et les partager. Il y a beaucoup à discuter sur comment faire un plaidoyer efficace, comment analyser les budgets de nos gouvernements pour vraiment comprendre ce qui sert à la nutrition ou ce qui est pour l'instant stérile pour la nutrition mais qui pourrait l'être à l'avenir. Il y a à comprendre comment est-ce qu'un plan multisectoriel peut vraiment être développé, comment la nutrition multisectorielle peut s'institutionnaliser dans les gouvernements et avec la participation de tous les acteurs nutrition, et surtout comment est-ce que ces bonnes pratiques et ces processus importants peuvent être décentralisés pour vraiment avoir des résultats au niveau des communautés et notamment des personnes les plus vulnérables dans les communautés. Je voulais applaudir l'UNICEF pour l'approche qui était suggérée, proposée, ainsi que tous les collègues qui ont parlé avant moi. On est vraiment sur la même ligne. Il y a beaucoup à faire, il y a à apprendre les uns des autres, et il faut vraiment joindre nos forces par rapport à ce qui est plaidoyé auprès de nos dirigeants. Parce que les enjeux ne sont pas toujours compris encore, il y a encore beaucoup à faire, auprès de nos parlementaires, auprès de nos institutions respectives, chacun, parce qu'on est en ligne, mais il y a des collègues qui travaillent encore dans des secteurs très spécifiques, qui ont une vision différente, qui n'appartient peut-être pas encore à l'ère des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030.
Donc il y a encore ce travail à faire, c'est notre responsabilité à nous tous. J'ai été vraiment inspirée par les 3 jours avec la société civile, l'énergie, la volonté, la créativité que j'ai sentie, les connexions que j'ai vues se faire entre ces 17 pays. Et je voulais encourager l'idée de cette communauté, ce réseau d'apprentissage, vous dire qu'on le soutient pleinement. C'est quelque chose qui est effectivement nécessaire et surtout pour porter une voix régionale forte, une voix multisectorielle et une voix multi-acteurs dans de nombreux forums tels que, par exemple, pour commencer le mois prochain, le Forum régional de développement durable à Marrakech. C'est le genre d'instance où on a besoin d'une voix qui soit répétée en écho, en sono par différents acteurs pour qu'on arrive à faire passer ce message sur le besoin d'une approche multisectorielle et inclusive à la nutrition. Donc voilà, mes messages, c'est vraiment rassemblons-nous et il y a vraiment une raison d'être à une action régionale de nous tous. Et nous sommes tous champions de cette approche multisectorielle de la nutrition au sein de nos institutions. Il faut qu'on se retrousse les manches. Merci madame. Nous avons une proposition de prendre une pause café et de revenir terminer les présentations. Je pense qu'il est midi. Madame, vous pouvez vérifier si la pause est prête? En attendant, bien entendu, je peux demander aux représentants des parlementaires de se préparer pour faire sa présentation. Bon, merci, mais je n'ai pas de présentation en tant que telle, je vais intervenir seulement. Tout à fait, votre message. Je pense que vous pouvez même y aller. Apparemment, la pause n'est pas prête. Merci. Docteur Ndia, Thiam, c'est ça? Ok. Je voudrais d'abord féliciter Action contre la faim pour, une fois de plus, cet exploit de réunir plusieurs acteurs de domaines différents sur un thème, la nutrition. Et je ne peux pas revenir sur les interventions qui sont déjà faites et remercier l'UNICEF pour ces données, je dirais scientifiques, qu'ils ont pu présenter et à l'initiative des chefs d'État pour la nutrition également qui a édifié cette présentation. Nous, en tant que parlementaires, c'est de rassurer l'ensemble des acteurs que nous allons jouer notre partition. Nous sommes dans un regroupement où chacun doit jouer un rôle et nous, les parlementaires, nous allons jouer notre rôle. Notre rôle est certes connu. Ça ne va pas sortir des 3 rôles régaliens qui relèvent donc des parlementaires, à savoir légiférer, voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Nous allons jouer pleinement notre rôle. À travers cette loi clé qui est la loi des finances, depuis les débats d'orientation budgétaire jusqu'au vote des lois des finances, nous allons jouer notre rôle pour que la nutrition ait sa place dans les lois des finances au niveau de nos pays respectifs et dans la sous-région, afin que la nutrition puisse connaître un financement domestique accru. Et nous allons aussi contrôler l'action du gouvernement parce qu'il y a l'ensemble des partenaires qui mettent les mains à la poche pour financer des actions de nutrition et des interventions sur le terrain. Il faut que nous, en tant que parlementaires, disposant du droit de contrôler la gestion, les actions du gouvernement, que nous puissions jouer notre partition à ce niveau. Et nous allons le faire. Nous sommes en concertation, nous échangeons des informations régulièrement et nous pensons qu'au niveau de nos pays respectifs, nous allons, soit à travers des questions orales, interpeller le gouvernement, soit à travers des missions d'information, aller rendre visite à certains
secteurs ou à certains départements ministériels pour qu'ils nous rendent compte, ou à travers, au meilleur des cas, des enquêtes parlementaires pour, en tout cas, mettre en évidence tel ou tel domaine qui ne fonctionne pas bien. Nous, je rassure, moi et mes collègues parlementaires, nous allons jouer notre rôle. Mais j'ai un dernier appel à lancer, c'est que nous qui sommes là, représentants des organisations de tous les domaines, nous avons eu la chance. Nous sommes des experts, des domaines différents. Mais quelle est la chance que nous voulons donner aux générations futures? Il a été évoqué tantôt le retard de croissance, les carences en micronutriments, qui sont des facteurs qui détruisent énormément les tout-petits et par conséquent qui livrent à l'ensemble de la société peut-être des ressources humaines non compétentes ou qui deviennent carrément une charge pour la société. Il faudrait que nous ayons un sens pour laisser un héritage à cette génération future. Et je suis convaincu que le meilleur héritage que nous puissions laisser pour les générations futures, c'est pas seulement d'investir dans les infrastructures routières, dans les infrastructures culturelles, mais aussi c'est d'investir dans la nutrition pour que les générations futures puissent avoir des compétences à même de nous remplacer, à même de donner aussi le relais à d'autres générations qui vont suivre. Je vous remercie. Merci, honorable député, pour votre brillante et très synthétique intervention. Nous avons aussi bien entendu votre message et nous comptons sur vous, comme toujours. Sur ce, je vais vous proposer une pause de 5 à 10 minutes, n'est-ce pas, pour permettre à l'organisme de se régénérer un peu, et nous allons revenir pour terminer les présentations. Ola Eventrai va se préparer pour présenter. Merci et bonne pause.